Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Place à notre expert. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sandrine au micro de Oli et Thanato. Sandrine, c'est ma co-animatrice sur les apéros de la mort, où on est toutes les deux ambassadrices de l'association Happy End. Et Sandrine, déjà, merci à toi. Et puis, je te laisse te présenter. Merci Charlène, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Sandrine, j'ai 40 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai grandi dans une toute petite ville du nord de la France avec pour projet d'être prof. Et puis, chemin faisant, le système universitaire ne me correspondait pas. De ce fait, j'ai commencé à travailler. J'ai été manager pendant une 15aine d'années sur des plateaux téléphoniques, notamment de services financiers. 15 ans de management pour le pan professionnel. Et puis, sur le plan perso, et bien comme tout le monde, des vécus, des épisodes de vulnérabilité, des deuils. Et puis, une réflexion sur qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je m'approcherai de la retraite. Et je ne me voyais pas être en déambulateur sur les plateaux téléphoniques. Et le vent de la reconversion a soufflé en même temps qu'un flirt avec le burn-out. Et de ce fait, je me suis orientée vers une école de coaching. J'étais plutôt une manager coach qui accompagnait ses collaborateurs à atteindre leurs objectifs d'épanouissement. Et de ce fait, le coaching a fait sens. Et au même moment, j'ai eu besoin d'enrichir mon esprit de la théorie autour du deuil, des deuils. Et je me suis donc inscrite au diplôme universitaire deuil et endeuillé. Et puis, chemin faisant, tout a fait sens. Le coaching accompagne un changement. Tout changement fait mourir quelque chose et naître quelque chose. Et de ce fait, j'ai eu la chance de pouvoir hybrider, comme j'aime le dire, mes apprentissages. Et ça fait maintenant 4 ans que j'ai le plaisir d'être coach certifié et de cheminer aux côtés de personnes qui traversent des épisodes de vulnérabilité, qu'il s'agisse de deuil, qu'il s'agisse de maladie. Et je dis vraiment marcher côte à côte parce que je les pousse pas dans un sens, je les pousse pas dans un autre. Simplement, j'essaie avec elles de dresser le panorama de toutes les options possibles et de les amener à choisir la plus confortable. J'ai grandi dans un milieu, parallèlement à tout ça, où la mort était tabou. J'ai eu une très chouette enfance, très protégée de tout ça. J'ai assisté très tardivement à mon premier enterrement et bizarrement, plus on me cachait quelque chose, plus j'avais envie de le découvrir. J'aimais donc lire dans les cimetières, j'aimais enrichir mes lectures de tout ce qui pouvait se passer avant, pendant et après la mort. Et j'avais cette conviction en moi que le tabou rendait les choses bien plus complexes et qu'il valait mieux en parler librement. Et j'ai découvert, au fur et à mesure de mon chemin, des initiatives comme celle d'Happy End, comme celle des apéros de la mort. J'ai eu la chance, je peux le dire comme ça maintenant, de vivre moi-même des deuils en étant accompagnée, soutenue par des communautés qui osent en parler. Et j'ai vu et ressenti le bien et le soutien de la liberté de parole autour du sujet. Donc c'est un vrai sujet de gratitude pour moi aujourd'hui de pouvoir libérer la parole dans mes accompagnements ou avec Charlène durant les apéros de la mort.
Merci pour cette riche présentation où on apprend un peu plus sur toi. Ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, on a cette même philosophie en fait de l'accompagnement du deuil, où bien sûr, il y a de la vulnérabilité, comme tu l'as dit, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a de la tristesse, mais on n'enlève pas aussi ce côté de renaissance de l'après. Il est possible de retrouver de la sérénité, de la joie, de la paix intérieure en fait dans l'après. C'est un chemin, c'est un processus, c'est une reconstruction. Et vraiment, je te le dis de vive voix encore une fois, mais merci de pouvoir cheminer pour le coup en tant que professionnel là-dessus à mes côtés. C'est vraiment super appréciable. Et aujourd'hui, on va parler de cette grande et large notion de l'équilibre dans le deuil sous différents angles. Et le premier angle que j'ai envie qu'on aborde ensemble, c'est justement quand on est proche d'une personne endeuillée, comment on peut réussir à trouver cet équilibre et cette voie du milieu entre nous, la personne endeuillée, ce qu'on veut, ce que la personne veut, ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle ne sait pas elle-même. Est-ce que toi aussi, dans tes accompagnements, je sais, j'imagine très bien que tu le vois et que tu le ressens. Est-ce que tu peux nous en faire part un petit peu ? Oui, oui, oui. La première chose qui me vient face à cette posture de proche d'une personne endeuillée, c'est cette impuissance qui nous frappe. Il est tellement difficile et compliqué d'être juste présent à côté d'une personne en souffrance. Et ça vient percuter notre envie, parfois notre besoin de pouvoir agir, de pouvoir apporter des solutions. J'ai cette sensation que quiconque nous parle d'un problème met en route notre petit solutionneur interne et la souffrance de l'autre a ce même effet. Alors effectivement, ça vient percuter notre impuissance et on peut avoir cette envie d'aider, que la personne aille mieux et aille mieux vite. Parce que d'une part, c'est mieux pour elle, et d'autre part, il faut se l'avouer, c'est mieux pour nous aussi, ça nous fait un problème en moins. Donc il y a cette ambivalence de l'altruisme où on veut être là pour l'autre, et en même temps, retrouver une espèce de paix et de calme, parce que le tsunami émotionnel de l'autre serait géré. Et donc voilà, ce juste équilibre qui serait de simplement s'asseoir à côté de l'autre, le rejoindre là où il est, sans vouloir le faire passer à l'étape d'après. Toutes ces petites phrases qui peuvent être dites comme il faut du temps, tu peux passer à autre chose, avec le temps ça va aller, oh bah quand même ça fait 1 mois. Mais 1 mois pour l'un, enfin Einstein l'avait dit, hein, la relativité, 1 mois pour l'un, ça peut être 6 mois, 1 an, 18 mois pour l'autre, et c'est OK. Et donc voilà, cette attitude des proches en soutien et ce juste équilibre, c'est avant tout de questionner l'autre sur son besoin. Et pas de projeter ce qu'on imagine qu'il aurait besoin ou ce qui nous ferait du bien à nous si on était à sa place. Et voilà, le questionnement, oser demander à l'autre s'il a un besoin, lequel ce serait, comment on peut l'aider. Et ne pas imposer nos bonnes idées, parce que dans ces cas-là, on en a plein. Et si on a suffisamment d'autodérision et d'humour et de lien avec les personnes et qu'on les interroge 6 mois, non, 3 ans plus tard et qu'on leur demande, on pourra être surpris de se rendre compte de nos maladresses. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais carrément. Je rebondis sur ce mot que tu as dit, le mot impuissance. Alors qui, moi, me parle personnellement. Là, je quitte un peu le côté pro, mais qui me parle vraiment personnellement. Parce que quand on fait face à une difficulté d'un être qu'on aime, d'un proche, on a envie d'être là. On a envie de l'aider, comme tu dis, de trouver des solutions. Et on n'est
plein de bonnes intentions, et puis je vais t'aider, puis je vais faire ça pour toi, et puis même je prends ta souffrance à bras le corps. Mais en fait, ça résout pas la question, parce que ça revient aussi, et c'est un sujet qu'on abordera un peu dans la suite de l'épisode, mais au pouvoir personnel de chacun. C'est de la responsabilité de la personne qui vit cette difficulté, qui doit transmuter de cette souffrance, de prendre cette responsabilité et de faire un choix, que ça dure 1 mois, que ça en dure 6, avec justement ce phénomène de relativité, comme tu le dis. Et c'est vrai que, en fait, on projette nos attentes en se disant, qu'est-ce que j'aimerais, moi, à la place de cette personne? Mais moi, avec mon vécu, mes croyances, ma famille, ma notion de l'amour, ma notion de l'aide, peut-être mon syndrome du sauveur, enfin, toutes ces choses-là, avec des choses que moi-même, j'ai peut-être envie d'aller guérir. Et puis je reprends un petit peu ces petites phrases, comme tu l'as dit, mais il y a plein de... Je vais en citer que 2-3, mais il y a plein de phrases comme ça qu'on peut entendre, où on pense que ça va faire du bien, où on pense que ça va aider la personne et que ça va l'aider à relativiser. Exemple, dans le deuil périnatal, c'est t'en auras un autre. Ou dans le deuil animalier, c'était qu'un chien. Peut-être que pour vous, c'était qu'un chien ou cette personne aura un autre enfant. Ce qui en réalité est vrai. Si on prend juste la phrase de manière très terre à terre, c'est une phrase qui est vraie, qui est une réalité. Mais pour autant, pour une personne, perdre un chien, c'est peut-être plus important que de perdre un parent, parce que la relation, la présence, tu parlais de présence tout à l'heure, peut-être de cet animal, était peut-être plus importante que la présence d'un ami, d'un frère, d'une sœur. Et il n'y a pas à juger ces choses-là et à poser, nous, notre regard, nos attentes. C'est vraiment juste être là. Et ça revient à cette phrase que moi, je dis souvent aux proches, quand on me dit « qu'est-ce que je peux faire ?» Demander à la personne quel est son besoin. Et ces quelques mots, c'est très court et pourtant c'est si difficile et ça va chercher tellement en profondeur dans la personne qui est en deuil et qui parfois ne sait même pas de quoi elle a besoin. Et c'est un peu toute cette quête, tout ce processus, tout ce cheminement, parce que quand on met le doigt sur les besoins, on peut tout doucement aussi aller vers cette reconstruction. Alors, il me revient à l'attitude d'une collègue. Il y a quelques années, il y a 10 ans, le mari de ma maman est décédé. J'ai eu cette chance je l'appelle chance aujourd'hui encore, de l'accompagner durant ces derniers instants. Et quand j'ai réintégré l'entreprise, j'ai eu effectivement différents comportements, des collègues qui m'ont pris dans leurs bras en oubliant que je n'étais absolument pas tactile et qu'il ne fallait surtout pas faire ce genre de choses. J'ai des collègues qui tout de suite m'ont transmis les dernières galères pour être sûr de me faire oublier pourquoi j'avais été absente et de surtout ne pas en parler. Et puis j'ai une collègue qui s'est assise à côté de moi et qui m'a dit « Mais raconte-moi, il était qui pour toi ?» Et ça, ce temps qu'elle a pris pour comprendre l'importance du lien et pour pas projeter dans son imaginaire et sa carte du monde, tiens, un beau-père, ça doit représenter ça, donc sa souffrance, peut-être qu'elle est à ce niveau-là. Le simple fait de m'ouvrir la question et de me permettre de parler de mon lien a fait que cette collègue, elle a été identifiée assez naturellement comme une personne ressource. Alors qu'au demeurant, ça n'aurait pas nécessairement été le cas. Donc la force de la question. Carrément, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ce qui montre que justement, en tant que proche, on peut croire que certaines phrases, elles sont sans importance, ou alors qu'elles vont être ressources, comme tu l'as dit, mais dans ce que nous, on projette. Donc, première chose, on va dire, pour trouver un petit peu cet équilibre, et là, qui s'adresse plutôt aux proches des personnes endeuillées. On est tous, d'une manière ou d'une autre, le proche d'une personne endeuillée, que ce soit une personne qui traverse un deuil au sens d'un décès, ou même d'une rupture, d'un divorce, d'un licenciement, dans tous ces morts symboliques aussi de la vie, on est toutes proches d'une personne qui justement traverse une difficulté, et demander de quoi elle a besoin, c'est vraiment important pour justement être une personne ressource, comme tu l'as dit, et pas l'inverse. Ça, c'était vraiment la première notion qu'on voulait aborder ensemble. Et la deuxième, toujours dans cette notion d'équilibre, de voie du milieu, là qui va plus
directement concerner les personnes qui sont endeuillées et vraiment plus dans le cas d'un décès d'un proche. C'est comment trouver l'équilibre entre ce qui est moteur pour nous, qui va nous amener vers cette reconstruction, et d'un autre côté, ce qui nous pèse, on peut mettre le mot aussi de culpabilité parfois pour certaines personnes. Comment justement trouver cet équilibre, toi, dans tes accompagnements, qu'est-ce que tu vois ? C'est la notion de visite au cimetière pour ceux dont les proches ont été inhumés. J'ai entendu et j'entends encore régulièrement des personnes proches qui s'inquiètent d'une visite tous les jours au cimetière de la personne endeuillée. Et en s'inquiétant, en formulant des avis inverses, en conseillant de le faire moins souvent, en projetant qu'il serait normal ou pas normal de le faire. Et finalement, lorsque c'est directement la personne endeuillée qui est en contact avec moi et que je la questionne, la première question que je pose, c'est qu'est-ce que ça vous permet ? Ou à contrario, qu'est-ce que ça vous empêche ? Tout ça pour dire que la personne qui sait ce qui l'empêche ou ce qui lui permet, c'est la personne endeuillée elle-même. On peut, alors j'ai évoqué le cimetière, mais c'est vrai pour beaucoup de rituels, qu'ils soient religieux ou non. Le port du deuil, par exemple, le port de la tenue noire, toutes ces traditions, parfois, elles peuvent être ressources. Elles peuvent aussi empêcher et complexifier. Si la personne les suit parfois par compréhension, parce qu'elle les a intégrés en elle et elle y voit une ressource, bien entendu, ça sera aidant. Si par contre une part d'elle en souffre, le subit, se sent contrainte, j'aurais tendance à l'encourager, à s'autoriser à s'en libérer. J'ai souvenir d'une jeune femme qui avait rejeté le port des vêtements noirs au décès de sa maman. Elle avait dit non, moi j'ai ce besoin qui est de la vie, donc je porterai de la couleur. Et puis lors d'une séance, elle était très perturbée parce qu'elle avait la sensation que personne ne tenait compte de son deuil. Et chemin faisant, en échangeant avec elle, elle semble, des années plus tard quand on en parle, avoir trouvé cet équilibre en portant le noir quand son mood, son humeur la connecte à la tristesse, et puis en remettant de la couleur quand, au contraire, elle est dans un mood plus apaisé. Et de ce fait, plutôt d'avoir un rejet de rituel ou d'avoir une surimplication de rituel, elle a trouvé son équilibre à elle. Et finalement, moi, j'ai à cœur de me dire que ce qui compte pour moi, c'est d'accompagner les personnes que j'accompagne à trouver leur équilibre pour se sentir bien. C'est exactement ça, et c'est vraiment l'équilibre entre, d'un côté, je me désengage de ce défunt, de cette relation que j'avais avec, de la situation que je pouvais avoir parfois au quotidien ou de manière régulière selon le lien que j'ai avec. Et d'un autre côté, je m'engage aussi dans autre chose. Et c'est vrai que c'est perturbant de trouver cet équilibre entre deux notions qui semblent aller à l'opposé, en fait, sur certaines choses. D'un côté, je dois me détacher, mais en même temps, je dois continuer à m'attacher à la vie. Et je suis perdue. Et du coup, ça revient encore une fois au fait que ce chemin de deuil, il est vraiment
intime et personnel. Tu l'as très bien dit avec l'exemple que tu nous as partagé, mais c'est propre à chacun. Et ça, c'est vraiment important aussi de se re-questionner soi, que ce soit tout seul, avec soi-même, ou que ce soit avec des personnes qui nous accompagnent, pour justement mettre ces choses-là en lumière, mettre ces ressources en lumière, mais mettre aussi parfois certains freins, certaines résistances. Et je voulais qu'on aborde juste cette particularité des promesses qu'on peut faire au défunt de son vivant, ou même une fois qu'il est parti et qu'on va au funérarium et qu'on lui fait telle ou telle promesse. D'ailleurs, qu'importe on va dire le sujet de quoi est faite cette promesse, mais le fait qu'on fasse des promesses aux défunts, c'est vraiment à double tranchant. Je sais pas comment toi tu le vois aussi dans tes accompagnements. Oui, j'ai des différents exemples de promesses faites à un instant T. C'est ce qu'on appelle les promesses faites sur le lit de mort et qui parfois, dans un environnement mouvant, peuvent se transformer en réel poids. L'image qui m'est venue, c'est carrément des boulets aux pieds. J'ai l'exemple d'une jeune fille qui a perdu son grand-père, et ce grand-père encourageait cet enfant qui avait des facilités en sciences à suivre des études pour être pharmacienne. Et cette jeune fille a promis de réussir ce projet à son grand-père, et puis elle a entamé ses études dans l'année qui a suivi le décès de son grand-père, et sont nées des crises d'angoisse concernant les résultats. Elle était une excellente élève, pour autant un stress s'est installé au moment des résultats, une démotivation, quelque chose entravait cette première année d'études. Et puis en discutant, en échangeant avec elle, alors pas dans le cadre d'un accompagnement, mais d'un échange d'aîné à plus jeune, j'ai envie de dire, elle a pris conscience que au moment où son grand-père était encore en vie, elle avait idéalisé cette profession de pharmacienne, et c'était son envie du moment, et oui, ça correspondait à ses capacités. Mais chemin faisant, un premier job d'été l'avait un petit peu fait changer d'avis, tout simplement. Et là, se projeter et imaginer son avenir dans le respect de cette promesse, c'était quelque chose qui lui générait beaucoup d'angoisse. Et en l'interrogeant sur, au fond, que voulait son grand-père pour elle, pour sa vie de manière générale, et là, naturellement, la prise de conscience que ce qu'il voulait pour elle, c'est qu'elle soit heureuse, qu'il avait confiance en ses ressources, en elle. Elle s'est autorisée à changer de voie. Et jusqu'ici, l'avenir nous dira le reste, mais jusqu'ici, plus de crise d'angoisse et des résultats scolaires qui se tiennent, et une jeune femme épanouie. Merci pour ce témoignage, parce que ça montre vraiment que quand on fait une promesse à un défunt, ou même à soi-même, ça peut être valable de manière plus générale en dehors. Même au vivant. C'est ça, même au vivant, en dehors, on va dire, même d'un processus de deuil. Mais ça m'engage envers moi à re-questionner cette promesse, à re-questionner cet engagement, pour savoir, est-ce que je reste engagée ou est-ce que je me désengage? Parce que la vie, elle est mouvante, elle est impermanente. Tu l'as vraiment bien illustré dans cet exemple. Et l'impermanence, c'est aussi l'un des enseignements du deuil qui, moi, me tient à cœur et que je trouve important de pouvoir re-questionner. Qu'est-ce que cet engagement m'empêche peut-être de faire? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à faire en raison de cet engagement? Qu'est-ce qui me retient à me désengager? Finalement, peut-être de quoi j'ai besoin aussi derrière, parce que tout est généralement assez lié. Et encore une fois, c'est trouver cet équilibre entre je ne veux pas culpabiliser d'avoir fait, par exemple, cette promesse à mon grand-père, et puis de ne pas lui rendre hommage,
mais est-ce que je peux pas lui rendre hommage peut-être d'une autre manière, avec une autre promesse qui n'en est pas une, mais qui est juste un élan du cœur, en fait, finalement, ni plus ni moins. Parce que comme tu l'as dit, généralement, quand on part, en tout cas, je parle à mon point de vue personnel, mais juste envie que les gens soient heureux, qu'importe les promesses qu'ils ont pu me faire aujourd'hui ou hier, l'important c'est que demain, si cette promesse elle a pas de sens, quittez-la et faites autre chose. Et c'est aussi, et ça nous fait la transition sur cette troisième notion de l'équilibre, mais une question de se responsabiliser et de savoir aussi ce qui est bon pour soi, de ne pas confier son pouvoir à l'autre, que l'autre soit ce défunt qui est parti, que l'autre soit un accompagnant aussi sur ce chemin, que l'autre soit un proche, qu'importe qui est cet autre. Mais j'aimerais bien qu'on aborde ensemble cette notion de l'équilibre et de la voie du milieu, un peu entre mon pouvoir personnel et le fait de confier son pouvoir à l'autre. Je ne sais pas, les choses qui te viennent intuitivement un peu quand je t'énonce ça. Alors, ce qui me vient, c'est effectivement sur cette notion d'équilibre, de co-responsabilité en un sens. On est dans une société qui va vite et sur laquelle on peut très rapidement apposer des solutions miracles ou magiques, qu'il s'agisse de la prise de médicaments, qu'il s'agisse de sweeper comme on le fait sur nos écrans pour aller vite et aller mieux. Et imaginer qu'être accompagné, qu'il s'agisse d'un psychiatre, qu'il s'agisse d'un coach, apportera une solution qui effacera ou empêchera la souffrance. Cette espèce de remède baguette magique ou après peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois de chemin dans le deuil, se dire c'est bon, ça fait 3 mois maintenant, je veux plus pleurer. J'accueille toujours les personnes que j'accompagne en me disant c'est pas comme ça que ça va se passer. Et potentiellement, vous pleurerez encore régulièrement. Vous aurez des hauts et des bas. Et ces bas sont, indispensables à avoir des hauts également. Ça vient rejoindre ces cycles et cette impermanence des choses. C'est par définition que, un petit peu comme dans la nature, après chaque hiver, il y a un été, après chaque été, il y a un hiver. Et donc, quand je suis dans l'hiver, cet hiver, cet état de deuil, pas étape, état de deuil, triste et souffrant, ne pas essayer de passer à l'état suivant trop vite et simplement se dire c'est ok, aujourd'hui je me lève pas, aujourd'hui je pleure, et juste je sais, pas encore quand, mais je sais qu'il y aura un été. Ouais, c'est trouver l'équilibre, pour reprendre encore une fois cette expression, mais entre les bons et les moins bons moments qui font partie de la vie, mais même sans parler de l'état de deuil. À 10h, vous pouvez aller bien et à midi, il vous arrive une galère et votre énergie, elle n'est pas la même. Et c'est pas un drame. Et c'est pas ce qui fait que votre vie est foutue ou que vous entrez en dépression. Non, c'est juste le rythme de la vie, en fait, qui est comme ça. Et c'est en acceptant, en accueillant d'abord, puis en acceptant ces états qui sont plus difficiles, qui sont inconfortables. Disons-le, c'est pas agréable de ressentir cette douleur, cette souffrance, cette tristesse, cette impuissance, cette injustice, cette culpabilité. Et encore, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est pas agréable. Mais c'est grâce à ça qu'on peut aussi remonter. Et ça nous donne une espèce d'échelle un peu alors pas ce qui est bon et mauvais, mais justement sur un large continuum entre ce qui est agréable et ce qui est désagréable, de trouver justement cet équilibre entre les moments plus simples et les moments plus difficiles. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, ce côté un peu justement de la baguette magique. C'est pas nous, en tant qu'accompagnants,
Ou on peut donner d'autres exemples, un médium, par exemple, qui va vous donner les réponses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir un accompagnant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller voir un médium ou faire une séance d'hypnose ou autre. Moi, je suis ouverte à tous ces outils à condition que vous savez l'intention avec laquelle vous allez voir ces personnes. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas en disant bah voilà mon problème, résous-le, et puis en gros je reviens dans 2 heures et puis tout rentre dans l'ordre. Franchement, je pense que si on pouvait le faire, on le ferait. Ce serait trop beau, ce serait trop simple, mais finalement, c'est pas réellement ça la vie. C'est qu'il y a plein d'enseignements à tirer du deuil, vos enseignements à vous, ce que vous avez besoin, envie d'en retirer selon le sens que vous allez y donner. Et c'est pas la personne qui est en face de vous, que ce soit proche, accompagnant, médium ou qu'importe quel professionnel de santé ou de médecine alternative, qui va vous donner ces enseignements. Les enseignements, ils sont déjà en vous et ces personnes vont vous aider à les trouver, à mettre les mots dessus. Je ne sais pas si tu as des exemples ou un partage ou quelque chose que tu souhaites partager sur ce point-là. Mais l'image qui me venait, c'est effectivement ce chemin du deuil qui, non pas qu'on fait, mais qui nous fait. Il est difficile, il est apprenant. Et au même titre que, je vais employer une image, hein, mais on peut choisir de gravir une montagne en randonnée sur un long chemin qui va nous permettre d'apprécier la météo, d'apprécier l'air, de peut-être apprécier notre résistance, notre capacité pulmonaire, et j'en passe, et la vue, et les fleurs, et les chardons, et des choses agréables et moins agréables, mais qui vont forger des souvenirs et des apprentissages, une expérience au sens propre. Et puis on peut décider de monter dans un téléphérique et d'arriver tout en haut. Et une fois arrivé en haut, on n'aura pas ce vécu, on n'aura pas ces apprentissages, on n'aura pas cette expérience. On peut avoir tendance, quand on est dans la souffrance, pour se sentir mieux et éliminer cette souffrance, à vouloir monter dans le téléphérique. Et l'exemple qui me vient, c'est très connecté à cette réalité virtuelle et à toutes ces recherches faites dans la Silicon Valley, où on en est à un stade où on essaie de combattre la mort, et si on n'arrive pas à combattre la mort, alors on va combattre la souffrance qu'elle cause. Donc, créer par exemple des lunettes virtuelles qui permettent de continuer à communiquer, à échanger avec nos défunts. Et alors, la première fois que j'ai vu ça, en tant qu'accompagnante du deuil, toute fraîche sortie à l'époque de l'université, je me suis dit, oh là là, oh mon Dieu, quel drame, ça va empêcher les gens de faire leur deuil. Et puis après, je me suis dit, mais t'es qui pour savoir ce qui va aider ou pas, déjà ? Et comme ces lunettes, elles m'ont été présentées par mon fils qui avait 14 ans à l'époque, je me suis dit, tiens, je vais lui demander à lui, c'est quoi son avis sur la question ? Vu qu'en toute logique, il n'a pas cette imprégnation des dogmes de l'université. Et lui m'a dit, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de dire au revoir, c'est pas bête. Et ouais, en fait, toujours cette notion d'équilibre, si on met un petit peu de juste milieu partout. Et donc, tout ça pour revenir à cette notion que la baguette magique n'existe pas. On va pouvoir avoir des ressources qui nous feront passer d'un étage à un autre, d'un bout de chemin à un autre, mais toute expérience doit être vécue en conscience. Et effectivement, aller voir un hypnothérapeute dans cette idée que sous hypnose, sans être conscient, il soignera et qu'on n'aura pas à regarder, peut sans doute exister, mais sera une démarche bien moins prégnante et porteuse qu'oser affronter, regarder, explorer. Et là où il est important, malgré tout, il est important
ou pas. La présence de l'hypnothérapeute, du professionnel, parfois peut-être du médium, c'est une béquille à un moment donné. Et comme toute béquille, sa vocation, c'est de pouvoir être retirée. Et c'est pour ça que moi, quand j'accompagne des personnes, j'ai défini et je définis avec elles un nombre maximum de séances. Ce moment où elles décideront et sauront qu'elles peuvent se débarrasser de la béquille et continuer à avancer sans moi. Et point. Et de temps en temps, peut-être, elles redonneront des nouvelles. Ou pas. Et c'est OK. Et cet apprentissage dans mes accompagnements, c'est beaucoup venu m'accompagner à travailler ma propre notion d'impuissance et d'incertitude. Marcher côte à côte de personnes touchées par la vulnérabilité, c'est venir travailler notre humilité, venir conscientiser chaque jour qu'à part ouvrir une porte aux personnes, je fais pas grand-chose de plus, puisque c'est leur énergie, leur investissement. Et on parlait tout à l'heure de la responsabilité, on parlait tout à l'heure des choix. Et moi, je suis ravie de voir émerger, revivre toutes ces ressources que les personnes que j'accompagne ont en elles. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir. La première chose qui me vient, c'est la notion de tuteur de résilience. En fait, comme tu l'as dit, le fait d'avoir cette béquille, c'est pas je confie à l'autre mon pouvoir, c'est cet autre m'aide à retrouver ce pouvoir qui est déjà en moi. Comme tu l'as dit, ces ressources, elles sont là. C'est juste que on n'est peut-être pas dans le bon état. On n'a pas les bonnes lunettes pour le voir. Et puis, on va chercher quelles sont les lunettes qui vont à notre vue, avec des hauts, des bas, justement. Ça reprend aussi ces notions d'impermanence. Et il y a une image qui m'est venue. Tu parlais justement de l'image de la randonnée, où on peut y aller à pied, où on peut y aller en téléphérique. En soi, la destination est la même, mais le chemin n'est pas du tout le même. Et je pense que quand on est en deuil, parfois, on vise beaucoup la destination en disant, en gros, on va dire cette phrase-là, mais je veux aller mieux. Voilà, je veux aller mieux, je veux plus souffrir, mais je veux prendre le téléphérique pour que ça aille vite, parce qu'en plus, on est dans un monde où tout va vite, où il faut que ce soit rapide, il faut pas que je dérange les gens, il faut pas que je montre mes émotions, mon impuissance, ma vulnérabilité, ma tristesse, il faut que je cache tout ça. Donc, il faut que ça aille vite, il faut que je trouve un pansement rapide, mais que je veux aussi durable. Mais pour avoir quelque chose qui est durable, il faut accepter aussi de plonger. Enfin, moi, j'aime bien cette image-là dans la courbe du deuil, de plonger, en fait, de plonger à l'intérieur de soi, de voir qu'est-ce que ça réveille aussi, parce que ça réveille ces notions de perte, en fait, et de perte, d'engagement, de désengagement. Comme tu l'as dit aussi, quand on fixe un nombre de séances, on s'engage pour X séances, mais aussi le fait qu'après ces X séances, on se désengage. Donc, c'est toujours ces notions d'équilibre. Et c'est un peu le dernier point que j'avais envie qu'on aborde ensemble. C'était l'équilibre dans cette courbe du deuil entre le fait d'accueillir, de plonger, de lâcher prise, et de l'autre côté de résister, parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, tu me donneras ton avis, mais le fait de parfois vouloir aller vite et viser cette destination où je veux aller bien, je veux aller mieux, je veux tourner la page, c'est un peu pour moi une forme de contrôle et de résistance. Sauf que le deuil, l'état de deuil, la courbe du deuil, le chemin du deuil, il a un début du moment où l'événement arrive, il n'a pas réellement de fin. Donc, c'est comme s'il n'avait pas réellement de destination et je ne peux pas la contrôler. Ça revient, comme tu disais tout à l'heure, je m'engage pour 3 mois et puis au bout de 3 mois, je ne veux plus pleurer. Personnellement, ça fait 4 ans et demi que j'ai perdu mon père, il m'arrive encore d'en pleurer et c'est OK. Et je trouve même ça cool d'en pleurer parfois parce que ça fait du bien, parce que ça m'apprend encore des choses. J'ai encore des enseignements au bout de 4 ans et demi et je pense que j'en aurai encore dans 10 ans qui seront différents et qui me permettent d'aller à l'intérieur de moi, d'accueillir, de lâcher prise. C'est toutes ces notions aussi de vulnérabilité et j'ai bien envie de t'entendre sur ce sujet-là. À mes yeux, le juste équilibre, il est dans
autant dans la cohabitation des différentes parts de nous-mêmes que dans la cohabitation de nos différentes émotions. C'est-à-dire que, alors j'ai lu ces propos et par contre je n'arriverai plus à les attribuer, mais cette phrase qui disait que quand on perd un proche, et là il s'agissait de la perte d'un enfant, on a une part blessée à jamais qui cohabite avec d'autres parts qui parfois peuvent être heureuses, bien sûr. Et cet accueil inconditionnel de cette part blessée qui sera toujours en nous, plutôt que la lutte à essayer de la chasser, c'est à mes yeux une espèce de réconciliation avec nous-mêmes. L'une des images que j'emploie assez régulièrement, c'est l'image d'une corde à laquelle on fait un nœud, et si chacun est à un bout, et là il peut s'agir de la personne endeuillée à un bout de la corde, et puis de son défunt, et si chacun résiste et tire de son côté pour aller plus vite, pour aller là où il veut lui aller, eh ben ça fait un nœud, et ce nœud il est bien complexe de réussir à le défaire. Et si finalement, au lieu de tirer, de dépenser de l'énergie, on laisse présent, on pose, eh bien il y a une espèce de souplesse qui peut s'installer. Et donc voilà, dans cette notion de lâcher prise, alors le lâcher prise, pour beaucoup de personnes dans cette société où on doit être acteur et contrôleur, et quand on dit lâcher prise, oh là là, mon Dieu, ça veut dire limite j'ai un stylo dans la main et si je lâche prise, je le jette. Non, simplement je desserre mes doigts et je pose et je regarde ce qui se passe. Et le stylo peut rester là, juste dans la main. Et bizarrement, les rainures des doigts sont beaucoup moins blanches et douloureuses que si on le serre de toutes ses forces pour aller mieux et en faire quelque chose. Et donc, voilà, cet équilibre entre attachement et détachement, c'est peut-être ça. C'est se détacher ne veut pas dire ne plus rien en avoir à faire, oublier. Ça, c'est quelque chose de très prégnant dans les accompagnements. C'est la peur qu'on oublie le défunt. C'est la peur de soi-même oublier sa voix. C'est cette sensation que si je ne souffre plus, si je ne le pleure plus, c'est que je l'aimais pas assez. Et donc il y a cette ambivalence qui peut venir s'installer entre j'ai besoin d'aller mieux et en même temps si je vais mieux, ça veut... Eh bien, il y a une part, la part de toi en vie et dans l'action et dans le moment qui, effectivement, va avancer. Et puis, il y a cette part intérieure qui va encore prendre le temps de se poser et de pleurer et de célébrer les souvenirs. Bref, c'est comme des alcôves dans lesquelles ton esprit va pouvoir aller rejoindre la personne que t'aimes. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur le lâcher prise, le fait d'accueillir. En fait, c'est vraiment reconnaître dans un premier temps pour ensuite accepter les états émotionnels qui sont traversés. Et ça revient pour moi à deux mots. La présence que tu as dit tout à l'heure, c'est le fait d'être présent à l'instant, mais surtout à soi, à ce qu'on ressent à l'intérieur, parce que ça se joue à l'intérieur, hein, c'est pas palpable, une émotion, et de l'accueillir et de dire mais qu'est-ce que ça vient me transmettre? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça vient dire peut-être sur mes besoins qui me permettraient de trouver cet équilibre entre les deux parts, comme tu l'as dit, entre je résiste d'un côté, j'ai envie de me reconstruire de l'autre, entre je veux pas oublier, du coup je conserve parfois cette culpabilité, et de l'autre côté, je veux quand même avancer, mais je suis pas obligée d'oublier. Et parfois, on se retrouve un peu avec deux petits bonhommes. Là, on a cette image de l'ange et du démon qui nous dit A d'un côté, B de l'autre, et de trouver l'équilibre en fait là-dedans. Et c'est un peu, je trouve, d'accepter
aussi cette impuissance, d'accepter cette impermanence. Et c'est que la vie, elle est faite d'expériences au sens large, au pluriel aussi. Et le deuil, l'état de deuil, la courbe, le processus, le chemin du deuil, c'est aussi l'une plutôt, de ces expériences. Et là, pour le coup, je le mets au sens large, que ce soit une mort physique d'un défunt ou que ce soit une mort symbolique dans le cadre d'un licenciement, un burn-out, une maladie, un déménagement, toutes ces choses moins agréables qui peuvent euh, se trouver sur notre chemin et qui nous invitent en fait à accepter l'impuissance, à ressentir à l'intérieur, à ressentir cette vulnérabilité. Et un peu en conclusion, j'avais envie qu'on rebondisse là-dessus, c'est que on combat pas la mort, on peut pas la combattre parce que par définition on est des mortels, donc on a quand même dans notre définition le fait qu'on va partir à un moment ou à un autre, et donc on peut pas combattre la mort ni finalement ses conséquences. Il n'y a pas besoin de sortir les armes, pas besoin de partir en guerre, il n'y a pas besoin de partir en lutte et du coup en contrôle, en résistance, pour reprendre un petit peu tous ces mots qu'on a dit, mais d'aller vers la résilience. Et j'ai envie qu'on mesure peut-être un petit peu, qu'on nuance, ça sera un terme plus exact, ce propos par rapport à la résilience. Moi, c'est un mot qui m'est cher. Mais il y a cette notion où le but, c'est pas d'être résilient non plus. C'est de faire ce qui est bon pour vous, d'être présent à l'intérieur de vous et d'en retirer ce qui est bon pour vous. Et votre résilience sera votre résilience. Et je sais que là-dessus, tu vas pouvoir conclure avec une jolie ouverture. Oui, alors c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés à rester zen, je vais le dire, avec cette notion du tout résilience, de sublimer ses blessures pour en faire quelque chose. Et alors je trouve très joli et très symbolique voilà cet art, par exemple, du kintsugi, qui consiste à enluminer les fêlures d'un pot. Et je considère que ça peut, pour certains, à certains moments, dans certains cas, être une ressource, être aidant, être une option. En coaching, on emploie beaucoup le terme d'option. Mais ça n'est pas un but. Cette résilience, un petit peu comme on ne choisit pas nos réactions et nos mécanismes de défense face à la peur, cette résilience, on ne la choisit pas, on ne la travaille pas. Certaines personnes le sont plus que d'autres, et puis c'est ok. Il y a des personnes qui sont droitières et d'autres qui sont gauchères, et donc est-ce que ça veut dire qu'il y a un mieux et un moins bien? J'en suis pas sûre. Je pars du principe où une personne est résiliente quand elle apprend d'une expérience, et que ça soit en montant un projet national d'accompagnement ou de conférence, parce qu'elle a vécu le deuil d'un enfant, ou que ça soit simplement parce qu'elle continue à se lever chaque matin. Et ça peut être ça, sa propre réussite sur son parcours de vie. Je trouve le terme d'acceptation dans la définition des étapes du deuil et dans les courbes d'une extrême violence. J'ai ce besoin, quand j'accompagne, de nuancer ce terme. La personne... Enfin, moi, je n'accepte pas la mort de mes proches. Ce que j'accepte, c'est de continuer à avancer. C'est de les intégrer différemment à ma vie. Mais le fait en lui-même, bien entendu que je ne l'accepte pas, je résiste. Et c'est OK, cette résistance. Et donc voilà, cette course à la résilience, j'aime bien, j'aime beaucoup quand j'accompagne y apporter un petit peu d'équilibre aussi, de nuance, et définir que l'objectif n'est pas de sublimer. Sublimer, c'est une notion tellement propre à chacun que oui, la première victoire après un choc tel que la mort d'un proche, ça peut être juste
réussir à se lever le matin et continuer à avancer. Exactement. C'est vrai que la course à la résilience, ça peut aussi être culpabilisant. Donc si ça vous parle, si ça a du sens pour vous, j'ai envie de dire foncez. Si ça n'en a pas, juste ne foncez pas et trouvez autre chose vers lequel foncer et vous serez résilient ou résiliente à votre manière en matérialisant un projet ou en matérialisant rien du tout et que ce soit juste quelque chose qui est pas palpable mais qui est réellement à l'intérieur de vous. Et ça reprend encore une fois cette notion d'équilibre entre résilience, résistance, détachement, attachement, entre parfois tout ce que la société peut nous dire, ce que nos proches vont nous dire et ce que nous, on pense. Enfin, c'est toute une grosse pelote de laine, pour reprendre un peu l'image de la corde, à démêler. Et chacun a sa pelote de laine, chacun a ses outils. Et l'équilibre, en fait, là-dedans, c'est de trouver aussi le moyen de faire sans trop en faire, puis de se foutre la paix aussi, tout simplement par moment, d'accepter d'être impuissant et puis parfois de reprendre son pouvoir. Et je suis vraiment ravie d'avoir abordé toutes ces... Bon, c'est peut-être pas exhaustif, bien entendu, mais en tout cas, ces différentes notions de l'équilibre dans le processus de deuil. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter ? Alors, l'image qui me venait tout à l'heure, et c'est sur ce questionnement de ai-je besoin ou pas d'un accompagnement concrètement, n'importe qui prend une photo et la pose sur le bout de son nez et n'en verra plus les détails. Être accompagné, quel que soit le choix du thérapeute ou de l'accompagnant, ou en tout cas du professionnel, c'est s'offrir l'occasion de mettre la photo de l'événement à juste distance pour mieux en percevoir les détails. Alors ça peut être avec un professionnel ou ça peut être avec un proche ressource. C'est simplement peut-être se re-questionner à différents moments du chemin sur où j'en suis finalement. Et ce que je fais aujourd'hui, je le fais au service de qui ? Au service de quoi ? De quelle valeur ? Et donc voilà, dézoomer régulièrement, que ça soit avec un proche, que ça soit avec un accompagnant, que ça soit avec une association, que s'offrir, et qu'on soit dans le deuil ou pas, s'offrir des occasions de prendre un petit peu la montgolfière qui va nous permettre de regarder notre territoire avec un peu de recul pour vivre les choses en conscience, faire nos choix de manière éclairée. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'aidant pour tout le monde et à plus forte raison dans les épisodes de tempête. Merci beaucoup Sandrine pour cette jolie conclusion. Je me permets de le repréciser pour les personnes qui sont sur l'île. On organise assez régulièrement, tous les 2-3 mois, généralement ensemble, des apéros de la mort sous couvert de l'association Happy End, comme on a pu le dire. Pour plus d'informations, vous aurez directement les liens dans la description de cet épisode. Et pour les personnes qui ne sont pas lilloises, ces actions, ces possibilités existent partout en France et aussi en visio. Donc de la même manière, je remettrai le site d'Happy End. Je te remercie beaucoup pour cet épisode et puis voilà, à très vite. Merci Charlène, à très vite. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.